Lorsque j'ai été maltraitée, mon père fêtait l'anniversaire de Yuki Jones, ma sœur aînée. Avant de mourir, j'ai fait de mon mieux pour trouver mon téléphone et j'ai appelé mon père, mais il a raccroché. Je l'ai ensuite appelé 3 fois avant qu'il ne décroche. Avant que je puisse parler, j'ai entendu la voix dégoûtée et en colère de mon père. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yuki? Arrête d'appeler, je suis occupée. Je me suis soudain sentie désespérée. Après avoir raccroché, j'ai cessé de me débattre, et le criminel m'a coupé avec le couteau. Tôt le lendemain matin, on a demandé à papa d'aller au poste de police. Il s'agissait d'un cas de meurtre extrêmement cruel, et il devait procéder à une autopsie. Le meurtrier a découpé mon corps en plusieurs morceaux. Il les a ensuite mis dans un sac poubelle noir et l'a jeté à côté d'une poubelle. Le sac a été trouvé par un garçon qui promenait son chien. Son chien a déchiré le sac, puis il a tenu ma main dans sa gueule pour en mettre plein la vue au garçon. Le garçon a eu tellement peur qu'il s'est effondré sur le sol. Il a appelé la police, qui est rapidement arrivée sur les lieux et a mis en place un cordon de sécurité. Plusieurs policiers ont fouillé toutes les poubelles voisines, mais n'ont pas trouvé ma tête. Ils ont dû ramener les parties du corps au poste de police pour les reconstituer. Je flottais dans l'air et j'ai vu mon père s'habiller. Sortir les parties de mon corps du sac en plastique et commencer à les assembler. Pendant le processus d'assemblage, Max, qui était l'apprenti de papa, s'est enfui plusieurs fois en se couvrant la bouche. Parce qu'il ne supportait pas cette scène sanglante. Papa a également froncé les sourcils et est resté silencieux pendant tout ce temps. Le cadavre a été complètement reconstitué, toutes les parties restant sauf la tête. À en juger par les marques sur le corps de la victime, le criminel devait avoir l'intention de torturer la victime à mort. Les clous ont été arrachés un par un. Il doit s'agir d'un meurtre par vengeance. Quelle haine ou rancune a poussé le criminel à commettre un acte aussi cruel? C'est trop cruel. Les policiers expérimentés ont tous froncé les sourcils devant mon cadavre. Et les plus jeunes n'osaient même pas le regarder directement. Papa a enlevé sa combinaison de médecin légiste, s'est lavé les mains. Puis il s'est tenu devant mon cadavre. Il fronçait les sourcils en permanence. Je flottais dans l'air et je regardais l'expression de papa. Vous avez dû me reconnaître. Après tout, bien que mon cadavre soit couvert de blessures, la tache de naissance sur ma cuisse est claire et bien visible. Dans l'après-midi, Max a transmis mes informations à papa. La victime était une femme âgée de 20 à 25 ans. Elle est morte d'une perte de sang excessive. D'après les blessures sur le cadavre, l'arme du crime devrait être un couteau à fruits couramment utilisé dans la cuisine. Il y a environ 300 coupures sur le corps, et les coupures mortelles se trouvent sur les poignets des 2 mains. La tête a été soigneusement coupée, et elle aurait dû être coupée après la mort de la victime. Elle n'a pas encore été retrouvée. Papa a feuilleté les documents page par page et a poussé un juron, bête. Après avoir vérifié que les informations étaient correctes, papa l'a donné à Monsieur Smith, le capitaine de police. Le criminel a jeté le corps à côté d'une poubelle. Il est évident qu'il n'a pas peur que la police le trouve. Un cas aussi extrême ne s'est jamais produit au cours des 10 dernières années. Avez-vous découvert l'identité de la femme? Demande Monsieur Smith à son père. Papa secoue la tête. Pas encore. Après une pause, il a poursuivi. La tête n'a pas encore été retrouvée. Si elle est retrouvée, nous confirmerons rapidement son identité. Monsieur Smith a également secoué la tête. Le criminel était étrange. Il a laissé toutes les parties du corps à côté de la poubelle, mais il a emporté la tête. Son but était-il de nous empêcher de trouver l'identité de la personne décédée? J'étais un peu déçue. La tache de naissance sur ma cuisse était évidente. Mais papa ne m'a pas reconnue. Il a toujours utilisé cette tache de naissance pour me blâmer? C'est à cause de ta vilaine tache de naissance que ta mère est morte. Aucune autre fille n'aurait une tache de naissance aussi grosse. C'est la racine des problèmes. Monsieur Smith soupire. Comment une jeune fille peut-elle avoir des ennemis? Oui, je n'avais que 23 ans et je n'étais même pas encore diplômée de l'université. Mais j'étais morte. Monsieur Smith a regardé les photos de mon cadavre. Puis, il a pris la photo de ma cuisse et a remarqué qu'il y avait une tache de naissance. Cette fille a vraiment une tache de naissance. Elle est grande. Papa s'est penché et a vu la tache de naissance sur ma cuisse. Il a soupiré. Je pensais que papa se souvenait de moi. Alors, j'étais excitée et je voulais crier. Oui, c'est une tache de naissance. C'est ma tache de naissance. Papa, c'est moi. Mais mon père a soupiré et m'a dit, oui, il y a une grande tache de naissance sur la cuisse. Oui, il y a une grande tache de naissance sur la cuisse. Puis il a marmonné.
C'est la même que celle de Winnie. Monsieur Smith était tout excité. Il a pointé la tache de naissance du doigt. En enquêtant à partir de cette tache de naissance, nous devrions pouvoir confirmer l'identité de la personne décédée rapidement. En raison de la brutalité de l'affaire, les supérieurs y attachaient une grande importance. Pendant ces jours, presque tous les membres de la police sont restés au commissariat. À la tombée de la nuit, Yuki a appelé son père. Elle avait l'air contrariée. « Papa, pourquoi n'es-tu pas encore rentré ?» Papa a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Puis il a parlé doucement. « Yuki, j'ai été occupé par une affaire importante ces jours-ci. Et il se peut que je doive rester au poste de police pendant quelques jours. Je viens de commander un plat à emporter pour toi. S'il vous plaît, supportez ces quelques jours. Une fois l'affaire terminée, je t'emmènerai déguster ton buffet de fruits de mer préféré. » Debout à côté de papa, je l'ai vu traiter Yuki avec tendresse, qu'il ne m'a jamais montré, et je me suis sentie brisée. Parfois, je me sentais étrange. J'étais la plus jeune des sœurs, et Yuki avait déjà 30 ans. Mais pour papa, Yuki était celle qui ne grandirait jamais. Bien que j'ai 7 ans de moins que Yuki. On m'a toujours appris à céder à Yuki. Papa considérait cela comme de l'humilité. Ainsi, mes vêtements et ma nourriture étaient les restes de Yuki. Même pour mon anniversaire, je n'ai pu manger que les restes du gâteau. Après avoir entendu les paroles de papa, Yuki s'est sentie vexée, mais elle a obéi. D'accord. Papa, prends soin de ta santé. Devant l'inquiétude de Yuki, papa s'est senti détendu et a souri de bon cœur. Après avoir raccroché le téléphone, Après avoir raccroché le téléphone, Monsieur Smith l'a taquiné. « Monsieur Jones, vous avez de la chance. Vos 2 filles sont filiales. » Papa a répondu. « Merci. Au fait, pourquoi Winnie ne t'a-t-elle pas apporté le dîner aujourd'hui ?» En entendant mon nom, mon père est resté stupéfait pendant un moment. J'ai pensé qu'il devait être trop occupé. Sinon, comment aurait-il pu penser qu'il y avait un problème alors que je ne l'avais pas contacté de toute la journée ? Dans le passé, chaque fois que papa ne rentrait pas à la maison pour cause de travail, je l'appelais. Si je savais qu'il resterait au poste de police toute la nuit, je préparais de la nourriture et l'apporterais au poste de police. Je préparais de la nourriture et l'apportais au commissariat, juste au cas où papa aurait oublié de prendre un repas pour le travail. Pourquoi ne l'appelles-tu pas ? Sinon, je crains que Winnie ne vous envoie de la nourriture plus tard. Monsieur Smith a sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil. Il est déjà 10 heures. Ne la laisse pas venir ici. Papa a décroché le téléphone et j'étais tout excitée. Papa va-t-il m'appeler ? Est-ce qu'il se souvient enfin de moi ? Mais papa a juste jeté un coup d'œil au téléphone. Non. Elle m'a appelé hier soir et je l'ai grondée. Il se peut qu'elle soit en colère aujourd'hui. Elle a un très mauvais caractère. Tu l'as grondée hier soir. Papa semble se souvenir de ce qui s'est passé hier soir, puis il dit avec colère. Oui. J'ai fêté l'anniversaire de Yuki hier soir. Mais elle n'arrêtait pas de m'appeler. Elle était ignorante. Après un soupir, Monsieur Smith s'est levé et a tapoté l'épaule de papa. Ça fait si longtemps. Tu devrais arrêter de détester Winnie. Après tout, Winnie n'est pas responsable de la mort de votre femme. Mais papa ricane. Pourquoi ne puis-je pas la blâmer ? Tina et moi avions pris des mesures contraceptives. Mais Tina était enceinte. Tout irait bien si Winnie était un garçon. Je ne reproche pas à Winnie d'être une fille, mais Tina est morte pour Winnie. Alors, j'aimerais vraiment que Winnie ne soit jamais née. Si ma mère ne m'avait pas persuadée, je l'aurais étranglée à mort. Mais, papa, je suis morte. Alors, es-tu heureux ? Je ne me souvenais que des photos de maman. Il y avait beaucoup de photos de maman à la maison. Les photos avaient été prises depuis l'époque où maman était à l'université jusqu'à celle où elle s'est mariée et a eu des enfants. Maman était belle, avec de grands yeux brillants, une peau claire et de longs cheveux. Lorsqu'elle souriait, elle avait 2 jolies fossettes. Maman aimait beaucoup prendre des photos. Après la naissance de Yuki, elles ont pris de nombreuses photos ensemble chaque année. Je n'ai pas rencontré maman. Je n'ai jamais pris de photos avec elle. Dans ma mémoire, papa a toujours dit que j'étais un porte-malheur qui avait tué maman. À ma naissance et que maman était morte pour moi. Je me sentais coupable et ennuyée, et je me détestais. Chaque fois que papa disait cela, je souhaitais ne jamais être née. Peut-être que si maman ne m'avait pas donné naissance, elle ne serait pas morte. J'ai même fait une dépression pendant un certain temps. J'ai fait une tentative de suicide. Dans ma chambre.
J'ai utilisé un couteau à fruits pour couper profondément l'artère de mon poignet et laisser le sang couler comme de l'eau. Mais je ne suis pas mort à la fin et je me suis réveillé à l'hôpital. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'expression féroce de mon père. Si tu veux mourir, sors, s'il te plaît. Si tu meurs dans cette maison, personne n'osera y vivre. Je pensais que papa aurait le cœur brisé. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me déteste encore plus. Plus tard, j'ai eu peur et je n'ai plus osé me suicider. D'abord, le suicide était si douloureux, et je me souvenais toujours de cette douleur. Je n'ai donc pas osé réessayer. Deuxièmement, j'ai pensé que si j'étais plus filiale, je pourrais obtenir l'amour de mon père, même si ce n'était qu'un peu. C'est pourquoi, après avoir été admise à l'université, j'ai pris l'initiative de demander une bourse d'études. J'ai pris l'initiative de demander la gratuité des frais de scolarité et des frais de subsistance. J'ai demandé un prêt étudiant et j'ai travaillé dur pour obtenir une bourse. J'ai même accepté plusieurs emplois à temps partiel après les cours. Pendant mes 4 années d'études, non seulement je n'ai jamais demandé un centime à ma famille, mais quand Yuki m'a demandé d'emprunter de l'argent, je lui ai généreusement donné la plupart de mes économies. Papa et Monsieur Smith sont restés debout toute la nuit au poste de police. Le lendemain matin, avant l'aube, Gavin, un officier, s'est précipité à l'extérieur. Avant de reprendre son souffle, il dit à Monsieur Smith, « Nous avons trouvé la tête. Nous avons trouvé la tête. » Instantanément, le sommeil de tout le monde disparaît. Où est la tête? Papa se lève et demande. Dans la morgue. Papa et Monsieur Smith se sont levés et ont marché rapidement vers la morgue. Max a sorti la tête et l'a placée sur mon cadavre. Malheureusement, l'acide sulfurique a été projeté sur mon visage. Mon visage a donc été détruit et on ne pouvait plus le voir clairement. Nous avons également trouvé un téléphone à côté de la tête. Gavin a pris un sac en plastique et l'a tendu à Monsieur Smith. Bien que l'écran soit cassé, le téléphone est utilisable. Lorsque nous l'avons trouvé, la colocataire de la personne décédée a appelé. Elle était en route. Le téléphone a été emporté par Monsieur Smith. Ils ont dû confirmer si le téléphone appartenait à la personne décédée, et plus important encore, si la personne décédée avait des antécédents en matière de santé. Et, plus important encore, si la personne décédée avait eu des contacts avec le criminel. Lorsque Monsieur Smith a déverrouillé son téléphone et a vu les enregistrements des appels, il s'est figé sur son siège. Il s'est figé sur son siège. Il s'adresse à son père d'une voix tremblante. « Monsieur Jones, pourquoi? Pourquoi y a-t-il un enregistrement d'appel avec vous dans ce téléphone ?» Incrédule, papa a pris le téléphone de Monsieur Smith. Lorsque papa a vu les enregistrements d'appel, il a jeté le téléphone à Monsieur Smith. Il a jeté le téléphone à Monsieur Smith comme si la batterie du téléphone était déchargée. Papa a secoué la tête et a dit « Non. C'est impossible. » C'est à ce moment-là que Gavin a amené Ada, sa colocataire. C'était la première fois qu'Ada venait au poste de police et elle suivit Gavin timidement. « Voici Monsieur Smith, » dit Gavin à Ada. En voyant Ada, Monsieur Smith s'est levé et lui a tendu le téléphone. « Est-ce le téléphone de ton ami ?» Ada jette un coup d'œil au téléphone et acquiesce immédiatement. « Oui, c'est le téléphone de mon ami. » Pourquoi en êtes-vous si sûr? Monsieur Smith était sceptique. Explique Ada avec anxiété. Elle aime mettre des autocollants sur son téléphone. C'est moi qui ai mis cet autocollant mignon. Est-ce qu'elle va bien? Tout le monde est resté silencieux. Il n'était pas sûr que le téléphone appartenait au défunt. Il ne pouvait donc pas parler. Hier, nous avons trouvé le cadavre d'une femme à côté d'une poubelle. Le corps était démembré et le visage défiguré. Nous ne pouvons pas confirmer son identité, c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Le cadavre est un peu. Vous pouvez donc avoir peur. Si vous. Monsieur Smith s'est montré prudent. Après tout, ce serait certainement un traumatisme psychologique pour la jeune fille de 20 ans que de lui demander de réclamer un cadavre. Surtout un cadavre mutilé comme celui-là. Les yeux d'Ada étaient déjà rouges. Elle serra les lèvres et acquiesça sérieusement, « Je vais y aller. Je peux le supporter. » Monsieur Smith, pourquoi ne pas la laisser regarder les photos? Dit Gavin. Monsieur Smith acquiesce. Regarder des photos est toujours mieux que de regarder des cadavres. Monsieur Smith a sorti mon sac de dossier. Au bout d'un moment, il a fini par trouver 2 photos, qui n'étaient pas terribles, et les donna à Ada. En regardant les 2 photos, Ada a immédiatement pleuré, et ses larmes ont coulé sur les photos. Soudain, elle a tressailli, comme si elle essayait de contrôler sa tristesse sans y parvenir. Elle s'est mise à trembler et a semblé s'évanouir.
Heureusement, papa a rapidement aidé Ada à s'asseoir sur le tabouret. Es-tu sûr que c'est ton ami? Demande prudemment Monsieur Smith. Pour qu'on lui pose une telle question? Ada n'a pas pu retenir sa tristesse et a fondu en larmes. En sanglotant, elle répondit à Monsieur Smith. C'est elle. Je flottais à côté d'Ada. En la voyant pleurer, je n'ai pas pu m'empêcher de verser des larmes. Ada et moi étions de bonnes amies, et son lit était à l'opposé du mien. Nous avons partagé le même destin. Elle avait un frère plus jeune, et moi une sœur plus âgée. Nous étions toutes deux les laissées pour compte de nos familles. Nous sommes donc rapidement devenues amies. Nous sommes allées en classe, travaillions à temps partiel et nous plaignions ensemble des malheurs de la famille. Nous avons travaillé ensemble à temps partiel le soir où j'ai été kidnappée par le criminel. Nous avions l'habitude de nous appeler l'une l'autre lorsque nous rentrions à la maison. Le jour de ma disparition, Ada était anxieuse car je ne l'appelais pas. Elle a continué à m'appeler, mais le criminel a éloigné mon téléphone d'un coup de pied. Quand j'ai attrapé le téléphone, la première chose à laquelle j'ai pensé a été d'appeler papa, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ne réponde pas à mon appel. Je n'ai pas abandonné et j'ai continué à appeler. Finalement, papa a répondu, mais il m'a juste grondé. J'étais si stupide que j'ai prié pour ce petit peu d'amour paternel jusqu'à ma mort. Si j'avais appelé Ada avant, je serais peut-être en vie. Une policière a emmené Ada dans le salon et lui a versé un verre d'eau pour la réconforter. Ada a pleuré pendant une demi-heure et ses yeux étaient gonflés comme des pêches. Elle a bu une gorgée d'eau et s'est finalement calmée. Monsieur Smith a pris son téléphone et s'est assis devant Ada. Pourriez-vous être interrogée maintenant? Ada acquiesce. Quel est le nom de votre ami? Demande Mr. Smith. Winnie Jones. Monsieur Smith s'est arrêté d'écrire et a levé les yeux. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. C'est Winnie Jones, ma camarade de classe et de chambre. Monsieur Smith a réprimé ses doutes et a continué à demander. Comment avez-vous confirmé qu'elle était votre colocataire? Les deux photos ne montraient pas son visage. Elle a une tache de naissance. Ada ferme les yeux et respire profondément. Il y a une photo qui montre sa tache de naissance, que je connais bien. Monsieur Smith marque une pause et demande. Savez-vous quand elle a disparu? Ada acquiesce. Avant-hier soir, nous avons travaillé ensemble dans une épicerie. En arrivant chez moi, je n'ai reçu ni appel ni message. J'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais à midi, elle ne m'avait toujours pas appelé. Elle n'a pas non plus répondu au message qu'elle m'a envoyé. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? A demandé Mr. Smith. Je n'ose pas faire ça. Ada a chuchoté. Les gens comme Ada et moi ne connaissaient pas la police. Alors, comment Ada a-t-elle pu oser appeler la police? A-t-elle des ennemis? Ada secoue la tête. Elle et moi étions ensemble presque tous les jours. Winnie n'a rien d'autre à faire que de suivre des cours et de travailler à temps partiel. D'accord. Monsieur Smith a fermé son carnet de notes. Retournez vous reposer. Je vous contacterai s'il y a des progrès. Après le départ d'Ada, papa et Max se sont précipités vers Monsieur Smith pour lui demander. La personne décédée a-t-elle été identifiée? Demande papa. Monsieur Smith a regardé papa avec tristesse et a ramassé le verre. Puis, Monsieur Smith a pris le verre sur la table et en a bu une gorgée. Papa, inquiet, arrache le verre de la main de Monsieur Smith. Smith. La personne décédée a-t-elle été identifiée? J'ai regardé l'expression inquiète de mon père. A-t-il deviné? Oui, comment aurait-il pu ne pas le deviner? La tache de naissance sur ma cuisse et les appels téléphoniques ont révélé mon identité. C'est juste qu'il ne voulait pas y croire. Mr. Smith a hoché la tête. Non. C'est impossible. Comment cela pourrait-il être? Comment quelqu'un comme elle peut-elle mourir si facilement? Papa a couru vers la morgue comme s'il était fou. Il a arraché le drap blanc qui recouvrait mon corps. Et l'a regardé. On aurait dit qu'il voulait me manger toute crue. Il a regardé mon visage défiguré. Puis il a regardé la tache de naissance sur ma cuisse. Les projecteurs sont peut-être trop éblouissants. Là actuellement, il a vu les larmes de papa. Papa a marmonné. C'est impossible. Comment est-ce possible? Ils ont dû faire une erreur. Tu étais énergique. Avant ta naissance, les médicaments ne t'ont pas tué. Comment cela pourrait-il être possible? Comment est-ce possible? Marmonnait papa en me recouvrant d'un tissu blanc. Mr. Smith et Max se sont approchés et ont vu papa me couvrir d'un tissu blanc.
Monsieur Smith s'est avancé et a tapoté le dos de papa pour le réconforter. Mes condoléances. Non. Ce n'est pas Winnie. Ce n'est vraiment pas Winnie. Mr. Smith soupire. Eric, c'est Winnie. Acceptez la réalité. Nous venons de tester son ADN. Non. Papa sort frénétiquement son téléphone et appelle Yuki. Il a rapidement décroché. Yuki, est-ce que Winnie est à la maison? Non. Winnie t'a-t-elle contacté récemment? Est-elle revenue il y a quelques jours? Non. Yuki a senti que papa était étrange, elle a chuchoté. Papa, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Winnie? Non. Rien. Papa a raccroché le téléphone et m'a appelé, mais personne n'a répondu. Papa a raccroché et a continué à m'appeler, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Monsieur Smith a semblé penser à quelque chose et est retourné au bureau. Au moment où papa m'appelait pour la 3e fois, quelqu'un a répondu. Alors, papa a souri et a dit à Max. Regarde. Quelqu'un répond. J'ai dit. Avant que papa ne finisse de parler, la voix de Monsieur Smith s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Eric. Quand papa a entendu la voix de Monsieur Smith, il s'est agenouillé comme un ballon dégonflé. Il s'est agenouillé devant moi sans dire un mot, sans pleurer ni faire d'histoire, juste en s'agenouillant dans le vide. Monsieur Jones. Max était inquiet. Laisse-moi tranquille un moment, a dit papa d'une voix faible. Monsieur Smith est entré. Il s'est accroupi et a tapoté l'épaule de papa. Je sais que tu es triste. Mais tu dois accepter la réalité. Le père a tourné la tête brusquement et a regardé Mr. Smith. Papa interroge Mr. Smith avec des yeux rouges. Pourquoi devrais-je me sentir mal? Ce salaud aurait dû mourir il y a longtemps. Elle aurait dû mourir avant de naître. Je ne suis pas triste du tout. Elle le mérite. J'ai juste dit que papa serait très heureux si je mourais. Après tout, il ne s'attendait pas à ce que je naisse. Papa s'est levé et est retourné au bureau sans se retourner. Papa était en train de taper sur l'ordinateur. Personne ne savait à quoi il était occupé. Mais les jours suivants, il ne dormait presque plus. Il était médecin légiste. Son travail consistait à disséquer le cadavre pour découvrir la cause du décès et déterminer l'identité de la personne décédée. De la mort et de déterminer l'identité du défunt. Mais ces jours-là, il était soit en train de taper sur l'ordinateur et d'organiser les informations, ou essayait de trouver des preuves à côté de la poubelle où se trouvait mon cadavre. Il a même demandé à Gavin où l'on avait trouvé ma tête. Mais ce n'était pas l'affaire de papa. Et Gavin n'a pas osé donner à papa la moindre information sur l'affaire. Papa a continué à dire quelque chose de bien et à soudoyer Gavin, ce qui a mis Gavin dans l'embarras. Eric. Gavin était agacé par papa et il devait en parler à Monsieur Smith. Monsieur Smith a donc fait sortir papa et lui a tendu une cigarette. Les deux hommes fumaient sans expression. Eric, je sais que tu es triste et que tu veux trouver le meurtrier toi-même. Mais vous êtes médecin légiste. Ce n'est pas votre travail. Et vous êtes le père de la victime, vous ne pouvez donc pas participer à cette affaire. Non, je ne l'ai pas fait. Le père a essayé de s'expliquer, mais Monsieur Smith ne lui en a pas laissé le temps. Monsieur Smith s'est contenté de tapoter l'épaule de papa, comme d'habitude. Continuez à être rationnel, s'il vous plaît. Papa n'avait pas dormi pendant 3 jours consécutifs. Il avait la tête en désordre, la barbe en bataille et les yeux fatigués. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans. Sans rien dire, papa a fumé une bouffée après l'autre. Monsieur Smith et son équipe ont vérifié tous les enregistrements de Misha. En dehors des conversations fréquentes avec Ada, je discutais davantage avec papa. Mais lorsqu'ils ont vu les enregistrements des chats entre moi et papa, tout le monde a été stupéfait. Tout le monde a été abasourdi. Parce que j'envoyais toujours des messages à papa, mais il ne répondait jamais. Papa, j'ai gagné une bourse aujourd'hui. Papa, tu es à la maison ce week-end? Je t'achèterai tout ce que tu veux manger. Papa, j'ai reçu mon salaire aujourd'hui. Je t'achète des vêtements. N'oublie pas d'aller chercher la livraison. Papa, bonne fête des pères. Après avoir envoyé ce message, j'ai transféré $1000 à mon père. Peu importe ce que j'ai posté, papa n'a jamais répondu. Même lorsque je lui ai transféré de l'argent, il n'a pas répondu. Les personnes extérieures ne peuvent pas faire de commentaires sur les autres familles. Après tout, chaque famille a ses propres problèmes. Tout le monde gardait le silence. Après avoir vérifié mes enregistrements de chat, Monsieur Smith a commencé à vérifier les enregistrements de mes transferts en ligne.
Il n'y avait pas d'enregistrement de transferts importants. Et le plus d'argent que j'avais transféré était mes frais de scolarité. Après avoir vérifié mon compte en ligne, M. Smith a vérifié mes virements bancaires de l'année précédente. Rapidement, il a trouvé quelque chose qui n'allait pas. Au cours des 3 derniers mois, j'ai transféré près de 20 000 $ sur un compte. J'ai transféré l'argent il y a 2 semaines. La somme s'élevait à 5 000 $. Ce qui était la plus grosse somme d'argent dans mes archives de transfert. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour les travailleurs, mais je n'étais qu'un étudiant. M. Smith ne savait donc pas comment j'avais obtenu cet argent. Recherchez la source de l'argent de Winnie Jones et le propriétaire de ce compte. D'accord. En peu de temps, tous ont été retrouvés. L'argent provenait de mes bourses d'études et de mon salaire pour un travail à temps partiel. Et le titulaire du compte sur lequel j'avais transféré l'argent était Yuki Jones, ma sœur aînée. Yuki a donc été convoquée au poste de police. C'était la première fois que Yuki était convoquée par la police. Elle était donc nerveuse et effrayée. Elle tenait la main de papa et ses paumes étaient moites. Yuki, n'aie pas peur. Dis simplement à M. Smith ce que tu sais. Papa a réconforté Yuki. Papa n'était pas qualifié pour enquêter sur cette affaire. Il ne savait donc pas pourquoi Yuki avait été soudainement convoquée. Dans la salle d'interrogatoire, Yuki était si nerveuse qu'elle a serré ses mains l'une contre l'autre pendant toute la durée de l'interrogatoire. Yuki n'était jamais allée au poste de police auparavant. Elle n'a reconnu aucun des amis de son père. Soyez détendu et ne soyez pas trop nerveux. Nous posons juste quelques questions. Monsieur Smith parle doucement. Yuki a acquiescé. Monsieur Smith a tendu à Yuki un morceau de papier sur lequel était inscrit le numéro de la carte bancaire. Est-ce le numéro de votre carte bancaire? Yuki l'a regardé et a acquiescé. Vous avez déjà un travail. Pourquoi Winnie continue-t-elle à te transférer de l'argent? Yuki était nerveuse et ne savait pas comment lui répondre. En effet, elle ne savait pas quoi répondre parce qu'elle aimait dépenser sans compter. Après que sa carte de crédit ait été à découvert, elle a été incitée par ses amis et a accidentellement emprunté des prêts à fort taux d'intérêt. Les intérêts deviennent de plus en plus importants et son salaire n'était plus suffisant pour rembourser l'argent. Elle a vendu en cachette les cadeaux de fiançailles que papa avait achetés à maman lorsqu'ils se sont mariés. Mais l'argent n'était plus suffisant. Alors, elle a pensé à moi. Même si je n'avais pas beaucoup d'argent, je pouvais aider Yuki. J'ai appris toutes ces choses quand j'ai été enlevée et exécutée. Yuki a été arrêtée parce qu'elle a refusé de dire la vérité pendant l'interrogatoire. Dès que M. Smith est sorti de la salle d'interrogatoire, papa l'a tiré dans un coin. Papa lui a demandé avec anxiété: « Qu'est-ce qu'il y a? La mort de Winnie pourrait-elle être liée à Yuki? » Puis, papa a secoué la tête et a dit: « C'est impossible. C'est impossible. Yuki est bien élevée. Comment pourrait-elle être liée à la mort de Winnie? » Il n'est pas encore certain que la mort de Winnie soit liée à Yuki. Mais d'après la performance de Yuki, elle cache quelque chose. Eric, je ne fais que suivre les règles. S'il te plaît, comprends-moi. Monsieur Smith est fiable. Il a rapidement découvert que Yuki était en retard sur les crédits. Sous la contrainte de Mr. Smith, Yuki a fini par pleurer et a admis qu'elle avait été trompée par un ami et qu'elle devait accidentellement des prêts à taux d'intérêt élevés. Sur la base des informations fournies par Yuki, M. Smith a rapidement identifié l'usurier, un homme nommé Milo Brown, qui avait environ 40 ans. De nombreux policiers ont été dépêchés pour capturer Milo. Ils ont finalement trouvé Milo et 4 autres hommes dans ma maison. Lorsqu'ils ont trouvé Milo, ma maison a été sérieusement détruite. Milo et les 4 autres hommes ont été ramenés au poste de police. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu Yuki debout devant la porte, dont les yeux étaient rouges. L'un d'entre eux était ému et en colère. « C'est toi. Tu as emprunté de l'argent mais tu ne l'as pas remboursé. Tiens-toi bien. » Un policier a retenu l'homme, qui s'est alors arrêté de parler. Les 5 hommes ont été conduits dans des salles d'interrogatoire différentes. Milo a été interrogé par M. Smith. Mais Milo s'est contenté de dire qu'il ne savait rien, quelles que soient les questions posées par M. Smith. Milo ne savait absolument rien. Il était responsable des prêts, et les autres choses étaient faites par ses subordonnés. Yuki devait de l'argent depuis trop longtemps et ne l'a pas remboursé. Après avoir averti Yuki plusieurs fois, Milo ne pouvait plus le tolérer et voulait faire peur à Yuki. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Yuki. En rentrant chez moi, ils m'ont pris pour Yuki.
Ils m'ont mis dans un sac et m'ont emmené dans la voiture. Quand j'étais dans la voiture, j'ai jugé d'après leur conversation qu'ils m'avaient pris pour Yuki. J'ai pensé que Yuki avait offensé quelqu'un et qu'ils allaient me battre. Je ne leur ai donc pas dit qu'ils avaient fait une erreur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me tuent d'une manière aussi cruelle. La raison en est peut-être que mon comportement les a mis en danger. Quelle était la première chose qu'un homme voulait faire après avoir kidnappé une femme? Je pensais que tout le monde connaissait la réponse. Alors qu'ils étaient sur le point de m'attaquer, j'ai soudain eu une idée et j'ai déféqué directement dans mon pantalon. Lorsque le premier homme s'est approché de moi, je lui ai donné un coup de coude dans l'organe sexuel avec mon genou. Mon geste l'a poussé à me gifler comme un fou. Ensuite, un homme a suggéré de me torturer. Ils ont sorti un couteau à fruits de leur poche, et chacun d'entre eux m'a tailladé avec le couteau. Maintenant que nous ne pouvons pas t'attraper, nous allons te ruiner. Bien que les blessures n'aient pas été mortelles, j'ai eu très mal. Surtout quand ils ont pris de l'eau salée quelque part et l'ont versée sur mes blessures. La douleur perçante était encore pire que celle que j'avais ressentie lors de ma tentative de suicide. Ma respiration a commencé à s'affaiblir. L'un d'entre eux a eu peur et a dit d'une voix tremblante : « Tony, si ça continue, elle va mourir. Que devons-nous faire ? » Tony a reniflé. « Ne t'inquiète pas. Milo a tué beaucoup de gens. » Puis, Tony a jeté un coup d'œil aux deux gars qui se trouvaient derrière lui. Alors, ces deux gars se sont avancés tout droit. Ils m'ont pris la main et m'ont coupé l'artère avec un couteau. Au fur et à mesure que le sang coulait, je sentais mon corps devenir de plus en plus léger. Lorsque j'ai flotté dans l'air et que j'ai regardé mon corps allongé sur le sol, j'ai réalisé que j'étais mort. J'ai réalisé que j'étais mort. Je les ai regardés se débarrasser frénétiquement de mon cadavre. Ils ont versé de l'acide sulfurique sur mon visage. Parce qu'ils avaient peur qu'on découvre mon identité. Pendant ce temps, pour confondre la police, ils m'ont coupé la tête et ont jeté mon corps à la poubelle. Ils m'ont coupé la tête et ont jeté mon corps et ma tête séparément. Comme l'aube allait poindre, le lâche s'est débarrassé de mon corps et de ma tête. L'homme lâche a jeté mon corps à côté d'une poubelle. Il était probablement très inexpérimenté. De sorte que mon corps a été découvert peu de temps après. Dans d'autres salles d'interrogatoire, différents officiers de police interrogeaient différents hommes. Grâce à ces hommes, les policiers ont appris tout le déroulement de l'incident. Ils ont donc tous admis qu'ils avaient reconnu la mauvaise personne, n'est-ce pas ? Monsieur Smith demande. Oui. Les policiers acquiescent. Mais pourquoi Winnie ne leur a-t-elle pas dit qu'ils avaient arrêté la mauvaise personne ? Mr. Smith est perplexe. Un officier de police secoue la tête. Je ne sais pas. D'après les aveux, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient arrêté la mauvaise personne jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Smith a dit la vérité à son père. Après l'avoir entendu, papa a eu un visage féroce et s'est rendu à la morgue pour retirer le drap blanc qui me recouvrait. Winnie Jones, qui t'a demandé de remplacer Yuki. Pourquoi as-tu remplacé Yuki ? Tu n'as pas le droit de remplacer Yuki. Winnie, tu portes la poisse. Comment as-tu pu remplacer ta sœur ? J'ai regardé papa d'un air absent. J'avais pensé que papa serait heureux si je souffrais pour Yuki. Si je n'avais pas pris la place de Yuki, Yuki aurait été la seule à souffrir ou à mourir. Mais papa était malheureux. Quoi que je fasse, papa n'était pas heureux. Yuki est entrée et s'est tenue devant mon corps. Elle n'a pas eu peur en voyant mon cadavre brisé. C'était la première fois que je réalisais à quel point Yuki était courageuse. Elle s'est avancée et a serré Mad Dad dans ses bras. Puis, elle a chuchoté. Papa, si Winnie ne m'avait pas accidentellement remplacée, je serais probablement allongée ici en ce moment. Papa s'est soudainement arrêté de parler. Oui, c'est vrai. Les mots de Yuki semblent avoir un sens. Heureusement, je n'ai pas admis qu'ils avaient arrêté la mauvaise personne et j'ai protégé Yuki. Sinon, Yuki serait morte maintenant. Quant à l'amour de papa, je connaissais déjà la réponse. Mes yeux étaient remplis de larmes et j'avais le cœur brisé. En fin de compte, je n'ai pas reçu un peu d'amour de la part de papa. Le fantôme de mon corps a commencé à disparaître. J'ai fait un signe de la main en direction de papa. Papa, au revoir. Dans une prochaine vie, j'espère pouvoir être Yuki et recevoir tout ton amour. Papa semblait avoir entendu ma voix. Il a repoussé Yuki et l'a regardé dans une seule direction. Yuki, as-tu entendu cela ? Il me semble avoir entendu Winnie dire. Papa. Yuki a regardé papa. Winnie, c'est toi ? Tu es ici, n'est-ce pas ? A dit papa à l'air.
Papa, tu me vois? Tu peux me voir, n'est-ce pas? Papa! 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 J'ai crié frénétiquement à papa. Mais il ne m'entendait pas, même si je criais fort. J'ai crié parce que le fantôme de mon corps devenait transparent, et finalement, il a disparu. Et finalement, il a disparu. Milo et les 4 autres hommes ont été condamnés à mort. Après cela, papa a quitté son travail. Monsieur Smith a eu beau l'en dissuader, il a insisté. Smith l'en a dissuadé, il a insisté pour partir. Papa a vendu la maison pour aider Yuki à rembourser l'argent. Puis il a ramené mes cendres à la campagne, seul. J'ai dit un jour, sans le vouloir, que je n'aimais pas l'agitation des villes et que je n'avais pas l'intention de m'en mêler. Et l'agitation des villes et que je préférais la lenteur de la vie à la campagne. Papa a trouvé un bon endroit derrière notre ville pour enterrer mes cendres. Il a ensuite planté un grand champ de tournesol à côté de ma tombe. Il venait souvent discuter avec moi. Winnie, en fait, je ne te déteste pas. Winnie, je suis triste parce que ton arrivée a provoqué la mort de ta mère. Winnie, je suis désolée. Je ne devrais pas t'en vouloir pour la mort de ta mère. Tu n'étais qu'un bébé sans rien savoir. Comment pourrais-je te blâmer? Winnie, j'ai attrapé quelques poussins aujourd'hui. Quand ils seront grands, tu pourras manger des œufs. Je me souviens que tu aimes surtout les œufs au plat. Mais c'est dommage que je n'ai jamais cuisiné pour toi avant. Winnie, les tournesols sont mûrs. Et nous pourrons bientôt manger des graines de tournesol. Je me souviens que tu aimes les graines de tournesol et que tu les manges rapidement. Mais je n'ai jamais fait de compétition avec toi pour savoir qui mangeait le plus vite. Winnie, c'est encore l'hiver. Il neige beaucoup. Tu aimes la neige, mais malheureusement, je n'ai jamais fait de bonhomme de neige avec toi. L'histoire se répète toujours de manière surprenante. Autrefois, discuter avec papa, c'était comme un one-man show. J'étais le seul à parler et papa ne répondait jamais. Cependant, aujourd'hui, papa s'assoit souvent devant ma tombe et parle sans arrêt. Bien sûr, il était le seul à parler et je ne répondais jamais. J'ai découvert que papa savait beaucoup de choses sur moi. Mais il faisait semblant de ne pas savoir. Peut-être que papa m'aimait. Mais il ne voulait pas l'admettre. Un jour de Noël, Yuki est revenu avec des cadeaux pour papa et moi. Le lendemain, Yuki a déposé un cadeau devant ma tombe et s'est agenouillée. Elle a dit, « Winnie, je suis désolée. » Papa a également déposé un cadeau et s'est profondément incliné. « Winnie, je suis désolée. » Les gens disent que l'amour tardif est moins cher que l'herbe. Mais je ne le pensais pas. Je n'ai jamais regretté d'avoir supporté tout cela pour Yuki parce que je les aimais.